Donc voilà, je vous dis bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce quatrième atelier en ligne du réseau des stratégies concertées de lutte pour l'abandon des MGF. Alors, aujourd'hui, on va aborder une thématique, voilà, à ma foi, qui se veut assez, voilà, assez particulière. On va parler des approches de l'accompagnement, aussi bien individuel, mais aussi des accompagnements de groupe. Et on va évoquer la question du suivi psychologique, mais aussi des activités communautaires. Avant de rentrer dans le sujet, je vous propose d'établir quelques règles de bienséance que nous allons suivre au courant de ces 2 prochaines heures. Et donc, premièrement, c'est de couper le micro. Enfin, ces règles-là, vous les connaissez déjà, donc elles seront un petit peu redondantes, mais on pourrait, c'est aussi intéressant de commencer toujours par ce petit point. Donc, c'est de couper le micro pendant les interventions. Voilà, c'est de se renommer, de mettre son nom et le nom de son institution, et c'est plus facile pour être identifié. Mais il y a aussi un point très important, c'est que l'atelier, il est enregistré. Donc, si vous souhaitez que votre image n'apparaisse pas, donc vous pouvez donc couper votre micro. Et l'atelier enregistré tout simplement à but pédagogique, ça permet à ceux et celles qui n'ont pas pu se connecter de pouvoir revoir un petit peu ce qu'on a pu échanger voilà, pendant cet atelier en ligne. Et donc, les ateliers sont disponibles sur le site des stratégies concertées et donc vous pourrez les revoir, hein, ainsi que celles de l'année passée. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir après nos différentes intervenantes, vous pouvez lever la main, poser votre question dans le chat si quelque chose voilà, vous interpelle. Voilà un petit peu pour les quelques règles de bienséance. Ensuite, je vous propose de vous parler un petit peu du réseau des stratégies concertées pour ceux et celles qui tomberaient dedans aujourd'hui. Donc, c'est une petite note introductive pour vous présenter un petit peu ce réseau-là, mais aussi pour les structures qui ne seraient pas encore membres. Ce sera peut-être l'occasion de trouver des points de raccord et de rejoindre le réseau. En fait, c'est quoi le réseau des stratégies concertées de lutte contre les mutilations sexuelles féminines? En fait, c'est un réseau qui rassemble différents acteurs et actrices belges qui sont représentés dans différents secteurs, hein, aussi bien professionnels de la santé, l'asile, la petite enfance, qui sont concernés par la thématique des MGF, qui rencontrent notre public, mais aussi qui traitent de cette question-là. Et donc, c'est un réseau qui est né historiquement en 2008 et il existait d'abord en région bruxelloise. Et puis, avec le changement politique, on a créé un autre réseau en Wallonie depuis 2019. Et donc, ce réseau est né de quoi? Il est né des constats de terrain, notamment qu'il y avait ce besoin de coordination des différents acteurs et actrices qui menaient des actions sur les MGF. Et donc, l'objectif de ce réseau, c'est vraiment de pouvoir améliorer en fait la coordination, mais aussi la qualité des interventions des professionnels, aussi bien en région wallonne qu'en région bruxelloise. Je dirais aussi que ça permet aussi de faire connaître ces interventions par les instances politiques et administratives. Donc, ça pèse de leur poids. Alors, aujourd'hui, je propose, comme je disais tout à l'heure, aux structures qui ne sont pas encore membres, écoutez, de nous rejoindre. Et donc là, je vais vous présenter 5 bonnes raisons. Si vous hésitez encore à nous rejoindre au sein du réseau des stratégies concertées de lutte pour l'abandon des MGF. Alors, c'est premièrement, en fait, qu'adhérer à ce réseau, ça vous permet de vous former sur la thématique des mutilations génitales féminines, mais ça vous permet également de pouvoir mieux orienter, mais aussi accompagner les femmes concernées par les mutilations sexuelles féminines. Et donc, voilà, au travers de la newsletter, comme beaucoup ici aujourd'hui, vous restez informé un petit peu des activités du réseau, des différentes formations, mais aussi les outils qui ont été publiés. Et tout simplement, ça permet aussi de communiquer sur les activités que vous menez autour, bien évidemment, des MGF. Et donc, c'est aussi un réseau qui permet de connaître et d'identifier finalement les acteurs et les actrices qui travaillent sur les MGF, aussi bien en région bruxelloise qu'en région wallonne. Et en dernière position, c'est tout simplement faire aussi connaître la démarche de votre structure et échanger avec
d'autres structures pour voilà, échanger de bonnes pratiques. Et donc, voilà, à Bruxelles, le réseau voilà, à son sein, un groupe de travail professionnel, et en Wallonie, un comité de pilotage avec d'autres organisations partenaires qui sont ici présentes et représentées. Alors, très bien. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous parler? Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Pardon, aujourd'hui, on va parler de l'approche, de l'accompagnement individuel et de groupe, et des femmes concernées par les MGF. Et on va aborder la question du suivi psychologique, pardon, et des activités communautaires. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'en fait, avec le comité d'accompagnement wallon, on s'est rendu compte que l'accompagnement thérapeutique des femmes concernées par les mutilations sexuelles féminines, l'excision, hein, de manière générale, en fait, voilà, c'est un accompagnement qui est assez particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'il se trouve généralement à l'intersection des thématiques telles que l'asile, l'exil, mais aussi les violences de genre. Et donc, on s'est dit en fait que généralement, lorsqu'on rencontre en consultation une femme, une fille qui est concernée par les MGF, eh ben, le thérapeute en fait se rend en fait en consultation, se rend compte du vécu, du parcours, et donc que le travail on se rendait également compte que le travail qui était mené en fait par les professionnels justement consistait à accompagner ces femmes-là finalement à déposer ce vécu-là dans un premier temps, mais aussi que par la suite, voilà, lorsqu'elles se sentaient en confiance, voilà, voilà, ça permettait de creuser encore plus et de pouvoir accompagner la femme concernée. Et donc, voilà, c'est vraiment pour dire que compte tenu finalement de la spécificité de ce public de femmes concernées par les MGF, mais aussi de la spécificité du vécu, généralement, les psys sont plongés dans une urgence, enfin les psys et les professionnels aussi, hein, enfin les professionnels et travailleurs et travailleuses. Hein. C'est vrai que je dis psy, mais c'est vraiment les travailleurs et travailleuses, en l'occurrence, sont généralement portés en fait comment est-ce qu'on dit ça, à opérer finalement on a caractérisé ça de survie finalement qui est lié à la demande d'asile, et que voilà les problèmes généralement qui étaient liés aux mutilations sexuelles féminines en fait ou d'autres violences de genre en fait constituaient voilà une porte d'entrée justement vers une thérapie. Et donc je me rappelle justement que l'une des psys avec lesquelles on travaille me disait en fait, c'est généralement une fois que la demande d'asile a été opérée, une fois que le statut de la personne a été consolidé, que la vraie thérapie commence. Donc, c'est un petit peu les enjeux sous-jacents de l'organisation de cet atelier. Je voulais également mettre en évidence que finalement, ce qui a été identifié, c'est que les thérapeutes ne sont pas généralement les intervenants de première ligne. Et donc, il y a justement les premières confidents, les premières confidentes, que sont les travailleurs et travailleuses sociaux et sociales, et médico-sociales aussi, et qui sont vraiment présents autour des lieux qui sont fréquentés par ces femmes-là et qui sont généralement des personnes qui sont à la fois l'oreille attentive, qui jouent le rôle voilà, d'avocat, de psy, de médecin. Et donc, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que cet atelier a été pensé. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger des réflexions sur nos pratiques et les expériences thérapeutiques, hein, en ce qui concerne ce public, mais aussi de voir comment le suivi psychologique tel que vu de manière individuelle et des activités thérapeutiques de groupe en ce qui concerne les femmes concernées pouvaient s'articuler. Et en quoi est-ce que ces activités-là s'articulaient? Eh bien, évidemment, ce serait aussi au sorti de cet atelier de pouvoir fournir, si je puis dire ainsi, des pistes d'accompagnement aussi bien au niveau individuel que de groupe par l'échange des activités de terrain qui se font un petit peu ici et là. Alors, et justement, pour aborder cette thématique aujourd'hui, nous avons trois intervenantes. Premièrement, nous avons Charlotte Royen, qui est psychologue clinicienne au GAMS Belgique.
Et à côté d'elle, nous avons également Foss Mohamed Nour, qui est animatrice communautaire pour le GAMS Belgique. Et on trouve aussi intéressant de pouvoir, au-delà de mettre en évidence le regard de psy travailleuse sociale, d'avoir aussi un regard de femmes concernées qui est passée par ce parcours et qui a été suivie. Et donc, c'est justement dans cette optique qu'on a également invité Mariam Abba qui voilà, est responsable des relais communautaires au GAMS, mais qui a un passif en tant que femme concernée, mais également qui a été accompagnée au travers de ces différents suivis. Donc, voilà un petit peu le déballé des 2 prochaines heures que nous nous apprêtons à passer. Et donc, pour commencer, comme d'habitude, on va vous proposer une vignette. Donc voilà, c'est un cas pratique qui a été traité par les intervenantes. Et dont l'objectif, c'est de pouvoir se mettre un petit peu en situation avant de commencer le déroulé de cet atelier. Donc, je m'en vais vous lire la petite vignette. Alors, il s'agit de Sarah. Sarah est une jeune Mauritanienne qui a été excisée et qui vient au GAMS Belgique pour la première fois. Et donc, lors de cette première fois, Sarah, elle est reçue lors d'un premier accueil par une assistante sociale qui perçoit un mal-être et une tristesse chez elle. Et donc, Sarah lui fait également part de sa situation de primo-arrivante en Belgique et de l'isolement auquel elle fait face dans le centre où elle vit. Alors, l'assistante sociale va orienter Sarah vers une psychologue, mais elle invitera en plus Sarah à des ateliers communautaires qui sont organisés tous les derniers vendredis du mois afin que cette dernière puisse rencontrer d'autres personnes autour d'activités, de discussions thématiques. Et donc, on va prendre voilà, quelques minutes, le temps de recevoir cette vignette, mais aussi de se positionner et de réfléchir éventuellement voilà, que met la situation en lumière et finalement, avec votre posture de professionnel ou de futur professionnel, ce sera de dire, voilà, quelle appréciation vous faites voilà, de comment est-ce que finalement l'assistante sociale a pu orienter Sarah. Donc, voilà, on prend quelques minutes le temps de recevoir cette vignette et on va tout de suite par la suite donner la parole à nos intervenantes. Je vous laisse 1 minute. Je pense qu'on a eu assez de temps pour, voilà, pour se plonger dans la vignette, dans ce cas pratique. Et donc, c'est de se mettre aussi que voilà, c'est vraiment à partir de cette vignette qu'on va, voilà, il y aura des éléments auxquels on fera appel justement par la suite. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et je propose de départager mon écran, comme ça, je peux aussi vous voir. Très bien. Alors, tac. Très bien. Donc, une fois qu'on a cette vignette en face, et voilà, ma première question va se diriger vers Charlotte. Voilà, Charlotte, toi qui es psychologue, voilà, je te renvoie à la première question. Pour toi, que met cette situation en lumière? Charlotte, je te donne la parole. Merci Marianne pour ta présentation et pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Ok. Donc, je vais me permettre rapidement de me présenter juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre plus précisément à ta question. Donc, je suis Charlotte Royen, psychologue à l'antenne de Liège. Il y a également une psychologue à Namur, Maud Jolin, et une psychologue à Bruxelles, Annalisa Daguano. Et alors, prochainement, on va accueillir une psychologue sur la Flandre pour compléter l'équipe. Donc, je reçois à l'antenne de Liège, qui est de Rome,
dans un bureau que j'ai eu la chance d'agencer et d'occuper la plupart du temps toute seule. J'ai une formation en systémique, en hypnose conversationnelle et j'ai entamé une formation en psychothérapie sensorimotrice. Donc, je travaille au GAMS depuis bientôt 3 ans, donc j'y réalise des consultations psy, mais je collabore également avec mes collègues autour des autres missions telles que la sensibilisation, la formation, l'animation. Et alors, je vais faire un petit mot sur les spécificités de mes 2 autres collègues psy. Donc, Annalisa Daguano, qui est psychologue clinicienne d'aspiration analytique. Son travail, il est essentiellement verbal, avec une attention portée au travail psychocorporel et art thérapeutique. Et du côté de Maude Jolin, qui est psychologue clinicienne, psychomotricienne relationnelle, sexologue, avec une approche systémique, psychanalytique et psychocorporelle et également art thérapeutique. Maude, elle travaille également autour de la parentalité en exil, en rencontrant également les bébés, les enfants en consultation. Et elle y travaille aussi le lien parent-bébé. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que je ne peux y répondre en considérant uniquement l'aspect psy. Donc, je vais peut-être d'abord m'intéresser à la façon dont Madame est arrivée au GAMS. Il y a différentes portes d'entrée possibles qui peuvent amener Madame à nous rencontrer ici. Donc, on voit que le contact, il a été établi entre l'assistante sociale référente du centre de Madame et une travailleuse sociale du GAMS. Peut-être que Madame aurait pu connaître le GAMS via un événement ou via les réseaux sociaux, ou peut-être via le PMS de sa propre école, on ne connaît pas l'âge de Madame, ou peut-être via ses enfants, ou peut-être via l'ONE. C'est peut-être l'avocat de Madame qui lui a conseillé de venir chez nous, ou une copine, ou peut-être que Madame ne savait pas où elle mettait les pieds avant d'être reçue au GAMS. Donc Madame, elle va commencer son chemin par le premier accueil. Donc le premier accueil, c'est une rencontre à l'issue de laquelle mes collègues peuvent orienter Madame en interne vers plusieurs types de suivi. Suivi social, juridique, psychologique, un accompagnement par une animatrice communautaire, des activités collectives, comme celle qui a été conseillée dans le cas de Sarah, ou par exemple des ateliers de préparation à la naissance. Donc mes collègues, ils vont identifier les besoins, les demandes, les types de soutien et la mise en place d'accompagnement si nécessaire pour Sarah, en considérant ses facteurs de force, ses ressources, mais aussi ses facteurs de vulnérabilité. Madame peut, par exemple, être sans revenu, en perte, en manque d'autonomie, sans domicile fixe, sans droit aux aides sociales, toutes ces vulnérabilités-là, qui peuvent augmenter les risques de subir des violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques. Alors, on peut relever que Sarah est une jeune bénéficiaire d'origine mauritanienne, comme tu nous l'as présenté, est primo-arrivante, qui s'inscrirait dans une demande d'asile et récemment arrivée en Belgique. Je vais me demander si Madame connaît ses droits. Est-ce qu'elle est déjà passée par l'office? Est-ce qu'elle est scolarisée? Est-ce qu'elle est venue seule? Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle connaît des gens en Belgique? Est-ce qu'elle parle le français? Donc ça, c'est toute une série d'informations que j'aurais besoin de connaître en début de suivi. Alors, Sarah réside dans un centre d'accueil pour demandeuses et demandeurs de protection internationale, mais on peut aussi recevoir des personnes qui s'inscrivent dans une demande d'asile multiple, des personnes en séjour irrégulier. On reçoit aussi des personnes qui ont le statut de réfugié, d'autres qui ont la nationalité belge. Donc, notre public, il est diversifié d'un point de vue culturel, linguistique, social, générationnel. L'accompagnement psy, il va se faire rarement en multidisciplinarité. En tout cas, c'est vraiment une approche qu'on essaie d'appliquer le plus souvent au GAMS. Donc, concernant Sarah, au-delà de la rencontre avec l'assistante sociale, je vais peut-être prendre contact avec son avocate, alors forcément toujours avec l'accord de Madame et si possible avec la demande qui est portée par Sarah. Mais aussi, en fonction de ses besoins, je vais prendre contact avec le centre, avec le réseau associatif. Et donc, l'idée, c'est de lui accorder un portage à plusieurs. Je te remercie, Charlotte. Je ne te coupe pas. Je voulais juste rebondir. Donc, au vu de cette vignette, en fait, quelle pourrait être justement la demande de Sarah concernant le suivi psy? Alors, concernant la demande, on n'a pas énormément d'informations dans la vignette. On sait que Sarah a vécu une excision
mais peut-être que ce motif ne considère pas une demande, que ce constat, pardon, ne constitue pas une demande de suivi psy. On a également l'information que Sarah ressent de la tristesse, qu'elle est primo-arrivante et qu'elle se sent seule au centre. Donc, cette demande va peut-être être celle de Sarah lors de la première rencontre ou pas. Si je fais, on va dire, une analyse des demandes des bénéficiaires, qu'elles soient clairement formulées ou non, ça va souvent être les suivantes qui vont revenir. Donc, c'est une liste non exhaustive, hein. Chaque demande se distingue des autres et parfois, il n'y a pas de demande. De demande clairement formulée, en tout cas. Oui. Donc, fréquemment, les demandes de suivi psy commencent par des plaintes somatiques. Madame souffre d'insomnie, c'est-à-dire qu'elle dort très, très, très peu avec des réveils nocturnes très fréquents. On s'endort à 3-4 heures du matin. Madame a des migraines, a des douleurs abdominales, est très fatiguée. Des symptômes de stress post-traumatique, tels que des cauchemars, des flashbacks, le sentiment de revivre. Là, en question, l'excision, mais tout un tas d'autres violences. Le sentiment d'être tout le temps en danger, le sentiment de devenir folle revient souvent. Le récit de vie qui fait souffrance actuellement, avec le besoin d'en parler. L'enfance, le mariage forcé, les nombreuses violences vécues au pays pendant l'exil, mais également ici en Belgique. Les souffrances liées à l'exil, donc les souffrances liées au déracinement, aux enfants qui sont restés au pays, le choc culturel. Et alors intimement lié aux souffrances liées à l'exil, il y a les souffrances liées à l'asile, au titre de séjour. Donc avec une peur, crainte de retourner au pays, une insécurité permanente et une attente très longue par rapport à la réponse quant à ce titre de séjour. Il peut y avoir aussi la demande de la rédaction d'un rapport. Il peut y avoir aussi des demandes, des sollicitations par rapport aux besoins de base. Je ne sais pas où dormir, j'arrive pas du tout à m'endormir, ça devient une question vitale, je mange plus, j'ai pas d'appétit, j'ai besoin d'un suivi médical d'urgence, de demande d'action concrète. Et alors, j'ai envie de dire, à la fois le plus important, mais qui reste toujours en toile de fond, c'est la place constante pour aborder les mutilations génitales féminines, que madame l'ait vécu ou non. Qu'elle soit issue d'une communauté qui pratique l'excision, un espace pour aborder le corps, les relations aux autres, les croyances, le mariage forcé, les traditions, la culture, la vie au pays. Je te remercie, Charlotte. Donc, du coup, de par voilà, ce que tu viens de nous dire, je me rends compte alors en fait que c'est important alors de laisser finalement cette place au temps afin d'investiguer, de pouvoir cerner les besoins et les attentes de Sarah alors dans ce cas-ci. Je te remercie. Ça me permet de rebondir justement vers notre deuxième intervenante, Foss. Bonjour Foss. Et donc, voilà, vous êtes animatrice communautaire et justement dans la vignette, on a pu noter que l'assistante sociale va orienter Sarah vers des ateliers communautaires. Et voilà, la question voilà, qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi, selon vous, et finalement, c'est quoi un atelier communautaire hein, pour ceux qui ne sauraient pas encore, et voilà, quels sont les objectifs, c'est quoi les finalités d'un atelier communautaire. Je sais que ça fait plusieurs questions comme ça, mais voilà, j'avoue que ça boue un peu dans ma tête. Je vous laisse la parole, Foss. Ouais. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Foss Mamenour. Je travaille à l'antenne de Liège, Games Liège avec Charlotte. Alors, c'est quoi l'atelier communautaire? Donc, c'est une thérapie du travail, en fait, autour de l'échange, de groupes permettant de mélanger les différentes communautés, partageant un vécu commun qui est le MJF, et créer l'espace de parole de sensibilisation. Amener les femmes à être plus fortes, plus solides et empowerment. Et mobiliser les femmes à provoquer les rencontres, des échanges, participer à la réflexion à niveau militante chez les femmes et les filles, informer, sensibiliser, réunir, créer les liens, s'organiser en interne, en équipe, une fois par mois,
Donc, c'est tous les vendredis de mois. Justement, comme dans la vignette, c'était les... Ouais. Ouais, donc, c'est une fois par mois. Et ça peut se passer ici au niveau des GAMS dans nos locaux, ou aussi ça peut aussi se passer dans le centre de demandeurs d'asile, qui est où nous, l'équipe de GAMS se place vers le centre pour faire l'atelier. Ah, donc il y a cette possibilité-là, donc vous l'organisez dans vos locaux, comme vous pouvez également aller le faire chez des partenaires. Oui. Et donc, voilà, si je comprends bien, ce sont des espaces d'échange, de partage, de parole, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et donc, selon vous, pourquoi l'assistante sociale voilà, lui a recommandé, l'a invité aux ateliers communautaires? Alors, ce qu'il faut savoir, on a des référents MGF, chaque centre que le GAMS a formé. Et donc, quand il y a des femmes concernées par l'excision qui viennent, les centres, en tout cas au niveau de Wallonie, l'assistance sociale et aussi le service médical sont formés, sont référents MGF. Et donc, ils vont nous envoyer vers nous pour savoir, pour vraiment bien parler avec la femme, bien détecter les problèmes. Des fois, les femmes arrivent, mais elles vont pas directement se livrer à l'assistance sociale ou le service médical. Donc, ils vont peut-être se livrer plus à nous qu'on a l'expertise. Je te remercie, Fausse. Et quand tu dis elles vont, et voilà, je rebondis, hein, quand tu dis elles vont peut-être plus se livrer à nous, pourquoi particulièrement en fait? Qu'est-ce qui vous fait dire en fait qu'elles pourraient, voilà, particulièrement se livrer à vous? Alors, c'est comme nous, on est quand même plusieurs animatrices communautaires qui travaillent au GAMS. On est concerné par l'excision, pas tous, mais en tout cas, pour ma part, je suis concernée par l'excision. Aussi, ce qui est asile, donc le parcours méritoire, on va dire ça. Et elle va plus s'en sentir plus proche à moi une assistante sociale qu'elle vient de le voir. Donc, elle va plus se confier à une animatrice qui fait, parce que quand les bénéficiaires arrivent chez nous, au GAMS, on va avant d'aller directement dans le sujet, on va d'abord mettre à l'aise à la femme ou la fille de créer des liens de confiance. À ce moment-là, nous-mêmes, on va se présenter, on va dire voilà nos parcours et comment on est arrivé ici au GAMS. À ce moment-là, elle se laisse quand même aller dessus. Donc, c'est justement dans cette similitude du parcours vécu, en fait, que vous trouvez des liens d'ancrage et que vous créez des liens de confiance avec ce public. Je vous remercie, Fausse. Voilà, ça me permet de revenir justement vers toi, Charlotte. Permets-moi de te tutoyer. En fait, finalement, après ce que tu viens de dire, mais aussi après l'intervention de Fausse, voilà, la question que je souhaiterais te poser, c'est de savoir, voilà, tout à l'heure, tu parlais de l'importance de cerner le besoin, de prendre le temps de cerner ce besoin. Voilà, quelle est l'approche, en fait, d'un suivi psy individuel, si on revient justement dans le cas de Sarah, qui met en lumière ce mal-être, cette tristesse, mais aussi cette situation de primo-arrivante en Belgique et l'isolement. Voilà, dans un cas pareil, voilà, quelle serait votre approche et pourquoi, Charlotte? Alors, je vais vous partager une partie de mon expérience au GAMS, dans mon approche avec les femmes en consultation. Je dis les femmes parce que j'ai reçu extrêmement peu d'hommes et donc je vais plutôt vous rendre compte du travail dans l'accompagnement des femmes. Donc, une première rencontre avec le psychologue, c'est d'abord une rencontre entre deux êtres humains. Concernant le GAMS, c'est d'abord l'accueil d'un stress parce qu'on a terriblement eu peur d'arriver en retard, par exemple. C'est l'accueil d'un sentiment de méfiance parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. C'est l'accueil de l'appréhension, car la rencontre d'un intervenant de plus. C'est l'accueil de la fatigue après s'être levé à 7 h du matin pour arriver au GAMS à midi. C'est l'accueil d'un épuisement parce que c'est lourd et c'est pas confortable de trimballer la poussette et le grand dans le bus et dans le train. C'est l'accueil de la compréhension parce que madame et moi, on ne parle pas la même langue. C'est l'accueil d'un silence parce qu'avant de s'exprimer, on prend le temps de s'observer, de connaître, de reconnaître les lieux, les visages. C'est l'accueil d'un retard aussi ou d'une absence parfois parce que madame s'est perdue.
et qu'un plan et une adresse, c'est parfois moins parlant que des repères. C'est l'accueil d'une déception parce que je ne suis ni avocate, ni médecin, ni gynécologue et qu'en plus, je n'ai pas de pouvoir de décision sur la procédure d'asile de madame. C'est l'accueil de la personne avec un thé, un café, parce que c'est important de se poser, de respirer avant de rentrer dans la salle de consultation. Donc, c'est l'accueil de l'autre dans toute sa spécificité et sa richesse. Alors, une étape de plus sur le chemin au GAMS, c'est celle de la formation, de la clarification, de la différenciation, de l'explication du cadre, de notre indépendance vis-à-vis du CGRA, des autres instances d'asile. C'est l'explication du secret professionnel, de nos valeurs, de notre philosophie et parfois de l'historique du GAMS qui permet une autre confiance de pouvoir expliquer voilà, qui est notre présidente, comment est-ce qu'elle est arrivée à créer le GAMS. C'est vraiment des éléments qui accrochent. C'est aussi de partager un petit peu de nous, sur quels professionnels nous sommes, ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est inviter à la rencontre des différences, mais aussi des ressemblances. Et donc, la clinique du GAMS, c'est une clinique du lien, de la tâche à la vie. C'est la clinique du trauma aussi, mais de l'émerveillement. Alors, en réfléchissant à ce webinaire, j'ai dû penser ma pratique et je me suis rendu compte que lors des premières rencontres, mon attention, et au fur et à mesure du suivi également, mais lors des premières rencontres, mon attention, elle est centrée sur 3 éléments de base. D'abord, sur la sécurité. Donc, c'est de pouvoir offrir une certaine stabilité dans le suivi psy, une certaine routine, une répétition avec des étapes, des habitudes, une prévisibilité, un local qui ne va pas changer, un local chaleureux, une confidentialité respectée. Deuxièmement, la confiance, par la transparence, par la communication, m'assurer que madame me comprend bien, que je la comprends bien, ce qui implique donc de faire appel à des interprètes avec lesquels on travaille souvent, m'intéresser à la culture de madame, me montrer fiable et cohérente. Et troisièmement, ses besoins. Donc, si madame doit être orientée rapidement vers d'autres professionnels, vers une autre structure ou des associations pour des procédures administratives urgentes, par exemple, évaluer le temps de trajet que madame met pour arriver au GAMS pour repartir, donc quelle est l'heure adéquate afin d'être disposée à venir déposer en consultation psy. Est-ce que les enfants sont présents ou pas en consultation? Est-ce que madame sait les faire garder ou pas? Et donc finalement, m'assurer de la bonne compréhension de mon rôle, de mon métier, ce que je fais et ce que je ne fais pas. Alors le temps passé sur ce cadre permet selon moi la base d'une relation thérapeutique et d'une prise en charge qui va être globale et adaptée pour permettre le temps d'exprimer son vécu traumatique, de soulager la souffrance et de retrouver petit à petit une certaine sécurité. Merci Charlotte. Voilà, avant, voilà, je me permets, il y a une question justement que je voulais soulever pendant que tu es en train de parler, c'est de se dire en fait avec voilà tous ces éléments que tu as développés, voilà, c'est important justement lors des premières rencontres justement d'accorder une attention au cadre, notamment la sécurité, la confiance, les besoins et voilà, mais aussi tu parlais aussi de soulager la souffrance. Et si je reviens justement dans le cas de Sarah, selon toi, quel aspect de la santé mentale de Sarah est-ce que tu vas pouvoir travailler au cours du suivi psychologique que tu vas lui proposer, par exemple? Alors, comme tu l'as dit, ça va surtout dépendre de sa demande, de son rythme, de ses besoins. À ce stade, pour Sarah, je n'ai pas encore beaucoup d'informations et c'est probablement quelque chose qu'on va décider ensemble et qui peut changer à chaque rencontre. Certaines dames n'ont pas une demande de contenu, si je peux dire ça en raccourci, mais plus une demande de lien, de relation, une relation nouvelle basée sur les points centraux que j'ai nommés avant. Alors parfois, c'est rien que ça et parfois, c'est tellement ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut travailler? D'abord, une écoute, un soutien à l'expression de la parole. Un travail autour de la reconnaissance de plusieurs choses, de son côté, la victimisation à l'égard d'un trauma,
l'impact de ces traumas, ses ressources, le courage que Madame a eu, mais aussi une reconnaissance du côté de la responsabilisation de l'auteur. On va passer du temps aussi à normaliser des symptômes, comme un sentiment de folie, à normaliser certains symptômes qui s'inscrivent notamment dans un trouble de stress post-traumatique ou d'autres troubles au regard de l'histoire et des événements vécus. On va travailler l'espoir. Pouvoir amener des outils, c'est peut-être pas le bon terme, mais des éléments, des moyens pour gérer à minima au quotidien les effets du trauma, pour revenir dans l'ici et maintenant, essayer d'écouter ses besoins, se donner des petits objectifs par rapport au quotidien et ce qui reste encore trop difficile et trop difficilement supportable. Travailler l'image de soi, la confiance en soi. Par de la psychoéducation, expliquer certains mécanismes, les mécanismes d'emprise, les mécanismes de violence de genre, dans lesquels s'inscrivent les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, les violences conjugales, le cycle de la violence conjugale. Ça va être aussi donner des informations sur que sont les mutilations génitales féminines, à quoi ressemble le corps humain, à quoi ressemble l'appareil génital, où est le clitoris, quels sont les différents types de mutilations génitales féminines, qu'est-ce que c'est la désinfibulation, est-ce qu'il existe une opération pour réparer, on appelle ça la réparation, la reconstruction du clitoris, les conséquences des mutilations génitales féminines. Donc c'est un espace aussi, on peut parler plaisir, sexualité, relations amoureuses et ou sexuelles. Et finalement, c'est aussi un endroit pour se reconnecter à son corps, ses ressentis, ses émotions, ses intuitions. Alors, tout ça, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de travailler ensemble. Et donc, forcément, encore pour préparer ce webinaire, j'ai essayé de structurer et de me dire comment est-ce qu'on fait ça. D'abord par la présence, donc par un lien qui va réhumaniser Madame. Et donc, par la présence d'un tiers qui va autoriser l'individualité, la différence et le changement à l'égard de l'histoire, de l'éducation, de la culture, de la religion, des pressions familiales. Et donc, cela par la possibilité de nouvelles croyances, de nouveaux choix, pour tenter d'obtenir un mélange entre le soi d'avant, celle d'aujourd'hui et celle qui nous inspire. Alors, je dirais que l'accompagnement qu'on propose aux gammes, je dis on parce que mes collègues et moi, je pense qu'on a une façon différente de travailler, mais avec les mêmes motivations et on va dire les mêmes... Balises. Oui, les mêmes balises et la même approche, on va dire, qu'on peut qualifier d'interculturel et de corporel. Alors, pour ma part, l'aspect interculturel, je n'ai pas eu de formation sur cette approche, mais je dirais que je l'ai plutôt vécu de l'intérieur, par l'expérience passée avec les bénéficiaires et par les échanges avec mes collègues. Donc, je suis en cours d'apprentissage. Et donc, je vous partage mes observations, mes découvertes. Et donc, j'ai découvert, j'ai eu envie de vous partager certains extraits d'un livre que ma collègue Annalisa m'a prêté quand j'ai commencé au GAMS, qui s'appelle « Psychologie interculturelle en pratique ». Et je trouve que cette posture au niveau de l'interculturalité est bien expliquée dans ce livre. Donc, je vous partage deux parties. Donc, cette perspective nécessite un décentrage de sa propre culture pour laisser la place au savoir profane du patient. Ce mouvement, il incite le clinicien à se mettre au travail, aussi bien lors des entretiens que dans l'après-coup de la supervision. Il est nécessaire que le thérapeute occidental soit conscient que son offre thérapeutique est un produit issu de sa propre culture et qui n'est pas un universel. Ce qu'il est, c'est le développement de l'art qui guérit, mais pas une forme spécifique de technique de soins. C'est une clinique inventive, non idéologique, pour s'occuper des personnes et des familles en marge de la société et en perte de repères culturels et identitaires. Il s'agit donc de créer des pratiques cliniques qui rendent l'invisible visible. Alors,
un ajout de ma collègue Annalisa. J'ai questionné mes collègues Maud et Annalisa pour un peu agrémenter cette présentation qui m'explique qu'avec l'expérience, toute sa pratique au GAMS a été adaptée aux besoins des femmes et c'est petit à petit éloigné et grandement du cadre appris académiquement, Oui. ne serait-ce que dans la façon d'interagir physiquement avec les dames, le tutoiement, la façon de dire bonjour, est-ce qu'on se fait la bise, est-ce qu'on se touche, est-ce qu'on s'autorise à se toucher. Et donc l'attention en entretien est toujours portée aux origines Oui. de madame. Comment est-ce que ça se passe chez elle? Mm. Comment madame ferait si elle était là-bas? Et donc toujours une importance accordée à ces systèmes de croyance, de compréhension du monde. Merci Charlotte, justement. Je voulais aussi rebondir. Tout à l'heure, tu parlais du travail avec le corps et je voulais savoir en fait pourquoi c'est intéressant le travail avec le corps. Alors, le travail psychocorporel, il va amener la personne à prendre progressivement conscience du processus corporel qui se passe en elle à chaque instant. Donc, pour pouvoir ressentir son corps et suivre son expérience énergétique en temps réel, et notamment pouvoir petit à petit prendre conscience des mécanismes notamment de dissociation qui sont à l'œuvre, pour petit à petit sentir progressivement ce qui est vrai et juste pour nous, qui c'est fait, c'est ressenti, auquel on a pu être coupé pendant de nombreuses années. Et donc, la réappropriation de son monde intérieur, il peut se réaliser par la conscientisation de son ressenti, mais aussi via le lien au thérapeute qui va reconnaître la vérité que madame dépose, qui peut lui permettre de cheminer dans son processus pour remobiliser et réactiver ses ressources. C'est un petit peu dans l'idée de permettre de réinscrire une mémoire dans le corps qui est différente de celle de la violence, de l'absence du lien, de l'apport ou de la trahison. Alors, pourquoi le corps peut-être davantage au GAMS que dans une autre clinique? Parce qu'on travaille avec des personnes qui ont vécu un trauma, donc qui sont déconnectées, qui sont dissociées, qui ont mal, qui ont des cicatrices, qui vont somatiser, qui ont des difficultés à se défendre, qui sursautent, qui ont des tics, qui vont montrer une hypervigilance dans leur posture. Et donc, le corps est primordial pour réécouter ce qui n'a pas pu être écouté et considéré. Donc, travailler le trauma, ça concerne aussi les ressources qui ont permis de survivre à ce trauma. Mais c'est travailler avec les ressources, mais c'est travailler avec les dégâts aussi engendrés par le trauma. Et donc, c'est d'encourager les dames à développer une curiosité concernant leur expérience interne. Oui. Alors, par quelle technique? Il y en a tout un tas, mais ce que je peux utiliser en consultation, ça va être des techniques de relaxation, de respiration, simplement se rendre compte qu'il y a des moments où on respire plus vite, des moments où on respire moins vite, en fonction de la façon dont on parle, en fonction de ce dont on parle. La mobilisation du corps par des étirements, être attentif au souffle quand on s'étire, par des exercices de visualisation, de pleine conscience, se rendre compte comment on se positionne quand on parle, comment on est dans la chose. Par exemple, je pense que c'est pareil pour toutes mes collègues au GAMS, qu'elles soient travailleuses sociales, juristes ou psychologues. Madame arrive souvent avec son manteau et son sac sur ses genoux. Et voilà, c'est des choses qui sont parfois intéressantes à renvoyer et à se rendre compte de tous ces moments où le corps nous parle. Je te remercie, Charlotte, de partager avec nous ta pratique de terrain. Et je me permets juste de rebondir quant aux 2 extraits que tu as partagés sur l'interculturalité. Et c'était juste pour vous informer, en fait, que le 2e atelier en ligne de cette série Psy autour des mutilations sexuelles féminines était justement excision et interculturalité.
déconstruire ces représentations pour mieux accompagner les personnes concernées. Et on avait invité ici Masha Masha, voilà, du dispositif Taban. Et donc, je vous invite, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, à les revoir. C'était aussi, voilà, on a beaucoup parlé de l'importance de l'interculturalité voilà, dans les soins. Alors, Charlotte, merci. Je rebondis justement avec toi, Foss. Voilà, ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, justement, voilà, mais aussi par rapport à ce que Charlotte vient de dire, dans le cas de Sarah, par exemple, en plus voilà, de ce que Charlotte a mis en évidence et de l'identification des besoins et aussi de voir un petit peu les différentes approches qui pouvaient être mobilisées. Fausse, moi, je voulais te demander, dans le cas de Sarah, par exemple, ce serait quoi finalement la plus-value pour elle de participer, en plus de ce suivi, de suivi individuel avec la psy, aux ateliers communautaires. Et voilà, c'était un petit peu ça. C'est quoi la plus-value? Alors, toutes les femmes arrivent comme Sarah à notre local qui est à Liège. Excusez-moi. Donc, quand elle arrive dans notre local, on accueille avec un boisson, des collations. Donc, on essaie d'installer toutes les femmes autour de table. On leur demande comment elles vont. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a certains centres qui sont vraiment très éloignés de Liège. Elle prend le bus de 5 heures du matin pour être chez nous à 10 heures du matin, de savoir comment elles vont, comme ça a été leur chemin. À ce moment-là, on leur explique notre programme de notre sujet d'aujourd'hui, à quoi ça concerne notre atelier. Et celles qui ne parlent pas français, donc on essaie de trouver quand même, on a des relais communautaires qui travaillent avec nous pour pouvoir communiquer avec elles, pour que ça se passe bien, pour faciliter la communication entre les bénéficiaires et nous au niveau des GAMS. Donc, on présente le GAMS, donc le travail du GAMS. Et aussi, en fonction de ça, à la fin d'atelier, on pose une question à les bénéficiaires. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien apprendre ou être informée pour le prochain atelier? En fonction de ça aussi, on programme les prochains ateliers. On va peut-être inviter des professionnels extérieurs, si nécessaire, qui viennent nous accueillir, venir à nos locaux pour faire l'atelier avec nous. Par exemple, moi et avec ma collègue Pauline, on a l'atelier Prépare la naissance. On prépare les femmes primo-arrivant enceintes ici en Belgique, qui sont dans les centres de demandeurs d'asile. Parce que l'accouchement ici en Europe, c'est différent. Ici, il y a le suivi gynécologie, il y a, il y a plusieurs prises de sang qu'elles ne comprennent pas pourquoi on prend autant de sang, pourquoi il y a autant d'échographie à faire, pourquoi il y a toujours un gynécologue qu'il faut voir. Et celle qui ne parle pas français et qui a envie de aussi faire passer le message à son gynécologue, ma collègue Pauline fait une lettre, elle écrit pour le gynécologue, pour informer les besoins de dame, qu'est-ce qu'elle a besoin de passer comme info, comme message. Si elle ne parle pas langue française, qu'on parle ici en Belgique, on essaye de chercher, voilà, comme un relais communautaire, sinon c'est moi qui va accompagner la dame pour mieux expliquer les problèmes de la dame. Comme les femmes somaliennes sont infibulées, il y a des femmes somaliennes qui viennent, même si elles ont des enfants au pays, elles sont infibulées. Et le médecin, il ne va pas faire attention, il ne va pas encore regarder voie vaginale, il va juste faire une échographie normale. Et là, je vais aller avec la dame, je vais expliquer que madame, malgré tout, elle a eu des enfants au pays, mais elle est toujours infibulée, mais il faudra programmer une désinfibulation pour qu'elle ne subisse pas les césariennes. Donc, il y a un parcours de tout ça. Merci, Fausse. Donc, si je comprends bien un petit peu, les ateliers communautaires, en fait, sont organisés autour d'une thématique que les participantes choisissent elles-mêmes. Et c'est un petit peu le prolongement de ce qui se fait en suivi psy, mais en groupe, et ça permet voilà, de faire appel à d'autres
professionnel auquel les femmes peuvent poser leurs préoccupations et adresser leurs questions, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je te remercie, Foss. Et voilà, ça fait le parallèle avec la prochaine question que j'avais notée quand tu parlais, Charlotte. Voilà, au vu de la situation justement de Sarah dans la vignette, pour toi, quels seraient les challenges et les défis auxquels le psychologue ou la psychologue pourrait être confronté? Alors, on pourrait citer toute une série de défis avec lesquels tous les psychologues doivent travailler, mais je vais plutôt pointer les challenges qui reviennent le plus dans notre pratique au GAMS, et donc des défis au sujet desquels on a besoin d'échanger régulièrement afin de trouver des pistes de réflexion et parfois des solutions quand c'est possible. Donc, premièrement, il y a la difficulté de séjour qui peut prendre beaucoup de place au sein de la consultation, avec des préoccupations importantes qui peuvent empêcher madame de penser à autre chose on va dire qu'à ses besoins vitaux et à cette insécurité et ce sentiment de danger permanent. Donc, qui entraîne une grande insécurité qui peut entraver le travail au cœur du trauma, tout simplement par l'absence de repères stables, de sécurité sur lesquels madame peut s'appuyer. Ensuite, un autre challenge, c'est de travailler avec la temporalité particulière du suivi psy au GAMS, qui est souvent très en lien avec la temporalité de l'asile. Donc, on fait le constat que les dames qui sollicitent de façon plus ou moins stable le GAMS, c'est en même temps lorsqu'elles sont en demande d'asile. Donc, on va dire de 1 à 3 ans, à 3 ans plus ou moins. Donc, si madame reçoit une réponse négative, il arrive que l'on perde le lien avec madame. Et si madame a les papiers, il y a tellement de démarches administratives pour le travail, pour les enfants, le logement, la formation, que tout ça constitue un nouveau stress et un coût aussi, qui fait que le lien avec madame peut se perdre aussi à ce moment-là. Un troisième challenge, c'est celui de la rédaction de rapports. Donc, des rapports qui nous sont demandés par madame, souvent motivés par leur assistant social ou leur avocat, en vue de soutenir leurs paroles pour un entretien face aux instances d'asile. Et donc, ce rapport, il peut entraîner une écoute biaisée lors de la consultation, bien qu'on y soit attentive. Il y a quand même une oreille qui peut penser à cette rédaction de rapport. Un espace thérapeutique qui peut être utilisé, hein, c'est un mot facile à employer, mais qui peut être utilisé par le réseau ou par l'avocat, avec beaucoup de sens et de bienveillance, mais qui, l'air de rien, et peut quand même être utilisé au sein de la thérapie. Une incompréhension du travail thérapeutique, mais aussi une idée selon laquelle, sans rapport, j'ai pas de chance d'avoir un positif. Des personnes qui peuvent être non demandeuses de suivi psy en tant que telles, ou parfois qui sont demandeuses d'un rapport, mais on n'a peut-être pas le contenu adéquat ou peut-être pas la pertinence du contenu pour rédiger un rapport. Et donc, on peut prendre un constat, probablement celui qui nous met le plus au défi, mais aussi celui pour lequel, si nous n'allions pas dedans, le soutien qu'on apporterait aux bénéficiaires ne serait pas le même, et donc on ne prendrait pas en compte la globalité des situations, qui est le travail avec et dans l'asile. Et donc, comment est-ce qu'on travaille ça? Il y avait la question de comment est-ce qu'on préserve, l'idée de comment est-ce qu'on peut préserver l'espace clinique au sein de ce contexte de travail. Alors, c'est une bonne question à laquelle moi, j'ai pas de réponse. Mais alors, il y a plusieurs choses qu'on tente de mettre en place au quotidien et qu'on met en place notamment avec l'équipe psy. Et donc, c'est le travail constant d'essayer de trouver un équilibre très fragile entre l'offre de la thérapie telle qu'on aimerait faire bénéficier nos patientes et la décision de mettre le nez dans leur situation quant à leur titre de séjour. Alors, comment est-ce qu'on fait pour essayer de respecter cet équilibre? En se donnant la possibilité de questionner cet aspect, de nommer cela entre nous, mais aussi avec les patientes. On va dégager du temps en équipe
pour en parler, pour acter, pour choisir, pour réfléchir. On prend la décision de rédiger des rapports circonstanciés pour lesquels cela est possible. Il arrive aussi qu'on accompagne des personnes aux entretiens, au CGRA par exemple, en qualité de personne de confiance. On consacre du temps en réunion, lors de nos intervisions aussi. On s'entoure de notre équipe multidisciplinaire, avec les centres, avec les avocats. On a aussi créé un espace de réflexion avec les psychologues du planning familial du FPS à Liège, autour de ce travail conséquent et questionnant des rapports qui va soulever réflexion, frustration, mais aussi militance. Je te remercie, Charlotte. Quand je t'entends et j'entends Fausse, je vois beaucoup de similitudes finalement dans cet accompagnement, dans ce suivi psychologique individuel, mais aussi tous les ateliers communautaires pour que Fausse organise à Liège. Et justement, la prochaine question que je m'en vais vous poser, c'est finalement comment est-ce que cet accompagnement psychologique et ces ateliers communautaires peuvent s'articuler. Je commencerai peut-être par toi, Fausse. Voilà, quel est le lien que tu fais entre ces deux accompagnements au quotidien? On va partir de le besoin de Sarah. Il faut savoir que le collectif ne correspond pas à tout le monde, donc c'est cas par cas, hein. Il y en a qui préfèrent être isolés individuellement et il y en a qui participent à l'activité, mais qui disent ce qu'elles pensent. Donc, ça dépend. Donc, c'est thérapeutique, l'espace global, permettant de partager son vécu. Oui. Des rencontres des personnes à l'accompagnement psychologique va lui permettre de se construire à elle-même. Les deux se complètent. Et généralement, l'impact de groupe, des ateliers communautaires qu'on accueille le militantisme et que les femmes décident de parler pour protéger les autres femmes et les filles. Devenir le voix des sans-voix, donc de parler pour les femmes qui n'arrivent pas à parler. Et l'approche groupe permet de les femmes de partager leur parcours d'excision, découvrir la culture de l'autre, sortir du centre. C'est très important que les femmes doivent sortir du centre pour faire connaissance à d'autres femmes qui ont le même parcours qu'elles. Se trouver entre femmes, ont vécu le même parcours et ça se complète. En fait, c'est suivi individuel qui apporte à l'écoute, présence, sensibilisation, les contextes de groupe, permet de toucher les mêmes objectifs, mais pour la même manière, on va dire ça, parce que on a le même vécu, on vient pas le même pays, pas le même endroit, mais on a un problème qui est en commun, qu'on partage et on essaye de trouver une solution, de devenir militante. Et donc, voilà, c'est vraiment, comme tu disais, c'est des espaces qui permettent, voilà, au-delà de l'accompagnement individuel, de partager ce vécu-là et de se rencontrer tout simplement en tant que femmes qui ont le même parcours et qui ont le même vécu. Je te remercie, Fausse. Charlotte, je te renvoie à la même question. Comment est-ce que tu trouves que c'est les ateliers communautaires et le suivi psychologique individuel que tu fais au quotidien, comment est-ce que tu trouves que les deux s'articulent? J'aurais envie d'ajouter la notion d'empowerment, qui est un concept central dans notre travail au GAMS, qui peut être encouragé tant à un niveau individuel qu'à un niveau collectif. Donc, l'empowerment, c'est un processus par lequel les individus et les communautés vont acquérir la capacité, les conditions de prendre du pouvoir et d'être actrices et acteurs dans la transformation de leur vie, de leur environnement. Donc, en d'autres termes, l'approche de l'empowerment, ça va désigner chez l'individu et chez la communauté la capacité d'abord d'agir de façon autonome et ensuite le processus pour atteindre cette capacité d'agir. Et donc, que ce soit dans un travail individuel et dans les activités communautaires telles que Fausse vient de les décrire, on retrouve cette notion qui est centrale à la fois dans ce qu'on va proposer, mais aussi on va dire, dans notre grille de pensée et d'analyse quand on va
quand on va relever ce que madame va amener, quand on va relever les idées du groupe, mais également dans les outils qui vont être créés, dans les ateliers qui vont être pensés ensemble. Et donc, la notion d'empowerment, elle est multisectorielle. Donc, elle se retrouve dans le champ des droits reproductifs et sexuels, mais aussi dans le champ économique, mais aussi dans la sphère juridique et politique. Et donc, je dirais que ce qui est une particularité de l'approche groupale, c'est ce sentiment d'appartenance, de conscientiser sa place parmi les autres, avec des histoires similaires parfois, ou différentes. Et alors, c'est un espace de sororité. Pour avoir fait quelques animations communautaires, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire beaucoup. C'est vraiment ce sentiment d'être entre femmes et de se porter ensemble. Je te remercie Charlotte. Et voilà, je comprends bien hein, à travers le partage de vos expériences de terrain, je comprends bien cette articulation-là entre le suivi psychologique que tu fais au quotidien, Charlotte, et Fausse toi, les animations que tu fais dans le cadre des ateliers communautaires. Et donc, voilà, je voulais aussi un petit peu me positionner de manière plus institutionnelle et vous demander quel est le regard que vous portez aussi bien sur ces suivis. Je veux dire, comment est-ce que vous pouvez évaluer, voilà, ma question va s'adresser premièrement à toi. Comment est-ce que tu pourrais, est-ce que tu peux, ou alors comment est-ce que tu pourrais évaluer finalement l'impact des ateliers communautaires sur les femmes concernées que tu rencontres tous les derniers vendredis du mois? Voilà, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu t'es déjà penché? Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Je sais que la question de l'évaluation devient vraiment très centrale et je voulais déposer ça ici, donc Fausse. Ok, donc on peut évaluer l'impact des ateliers communautaires en réaction des femmes qui s'emportent plus en plus à ces ateliers, sont demandeurs d'en faire plus. Plus suivant. Donc, dans ma dernière en plus, c'est une thérapeutique, moi je peux dire. On peut constater l'apaisement chez certaines femmes, une volonté d'agir et lutter contre les MGF. Au fur et à mesure des ateliers que chaque femme va prendre plus en plus place pour trouver la sienne. S'affirmer au bout de cycle de 3 ou 4 ateliers, on peut constater que les femmes osent plus en plus de militantisme et elles prennent position. Donc, elle va aller plus fort, quoi. Ouais. Donc du coup c'est par rapport, donc Charlotte tu parlais de cet empowerment et donc Fausse, donc toi tu dis en fait que c'est des éléments sur lesquels tu te bases pour évaluer en disant elles demandent encore plus, au-delà du suivi, elles s'investissent et elles sont militantes ou c'est un petit peu ça. Ok, je te remercie Fausse. Charlotte, moi je te retourne la question. Voilà, est-ce que tu penses comment est-ce que tu pourrais, voilà, si j'avais à poser la question, comment est-ce que tu pourrais évaluer l'impact du suivi psychologique que tu apportes au quotidien aux femmes concernées par les mutilations génitales féminines? Tu nous poses une colle. Parce que donc l'évaluation qui est l'évaluation on va dire de l'impact du suivi psy ou de la thérapie, je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est une question qui nous a été amenée, mais qui je pense est amenée de plus en plus dans d'autres associations, dans d'autres institutions. Et donc au sein du GAMS, il y a pas mal de rencontres qui ont été consacrées à cet objectif de pouvoir rendre compte de l'impact ou de l'effet ou de la thérapie sur l'état de nos patientes. Mais alors, ça pose plusieurs questions. Notamment, c'est quels enjeux implique l'évaluation d'une thérapie? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est applicable à notre métier et encore plus à notre spécificité au GAMS? Est-ce qu'une évaluation de notre pratique à nous en tant que psy est peut-être un sujet plus accessible?
Est-ce que la formation continue que nous, on peut suivre en tant que psy encourage cela? Est-ce que l'auto-évaluation des bénéficiaires est davantage possible et peut-être plus adaptée? Mais la question, c'est est-ce que ça correspond à ce qui est attendu? Et donc, comment donner la juste place à cette évaluation, sachant qu'une thérapie qui fonctionne n'est probablement pas uniquement une thérapie qui augmente le mieux-être. Et donc, l'efficacité d'une thérapie est sûrement davantage définissable par la personne qui en bénéficie, surtout au regard de l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer son état. Donc, c'est toujours des questions sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on réfléchit ensemble. Merci, je comprends justement hein, voilà, toute la réflexion qui se fait actuellement sur cette question de l'évaluation de l'impact. Mais je trouvais ça justement aussi intéressant à poser parce que je pense que pas mal de professionnels y sont confrontés et que c'était également des pistes sur lesquelles vous travaillez et que voilà, à l'avenir, voilà, c'est quelque chose sur laquelle vous avez décidé de vous pencher. Ça me permet justement, c'est très bien fait, de pouvoir introduire la troisième intervenante, Mariama. Mariama, bonjour, justement toi qui as suivi tout le parcours au sein du GAMS, c'est-à-dire en tant que du GAMS Belgique, pardon, c'est-à-dire en tant qu'arrivée comme femme concernée, bénéficiaire, qui a voilà vacillé entre ces différents suivis. Aujourd'hui, toi qui es responsable des relais communautaires au sein du GAMS, quel est ton regard en fait que tu poses sur cet accompagnement aussi bien individuel que de groupe? Voilà, quel est ton regard sur cela? Mariama, je te laisse la parole. Merci Marianne. Pour moi, le premier mot que je vais mettre, c'est un mot positif parce que pour moi, comme tu l'as dit, j'ai fait ce parcours et je sais le bien fou que ça m'a fait. Parce que quand je venais d'arriver ici, je me sentais perdue, hein, donc isolée. Je n'avais que ma belle-sœur, elle travaillait, donc je ne la voyais pas, j'étais seule avec les enfants. Donc, le GAMS, c'était comme un deuxième chez moi. Et tout de suite, moi, j'ai admiré le travail communautaire qu'on fait au GAMS. Donc, du coup, je me sentais vraiment accueillie et accompagnée. Et donc, ça me permettait vraiment de me dire, enfin, voilà, je suis dans un nouveau pays, donc j'ai perdu mes repères. Tout est nouveau et là j'arrivais à un endroit où je me sentais vraiment à l'aise, où je me sentais vraiment un chez moi. Et ces ateliers communautaires, pour moi, c'était une renaissance parce que quand tu arrives, tu ne connais pas le pays, tu ne connais pas, t'as pas de relation, c'est un peu compliqué. Et ici, grâce à ces ateliers, tu arrives à te créer des liens, tu arrives à comprendre que peut-être que tu as des souffrances, mais que tu n'es pas la seule à avoir ces souffrances-là. Et grâce à ces ateliers, tu arrives à mettre des mots sur tes souffrances, tu arrives à trouver de la richesse et de soutien à travers les autres femmes. Et ça te permet aussi de t'informer, de comprendre aussi des problèmes, de comprendre certaines situations, de problèmes de santé liés à l'excision où tu ne te rendais pas compte en fait que c'était lié. Et là aussi, ça te permet aussi de pouvoir poser des questions pour mieux comprendre. Et moi, j'avais toujours hâte d'être là les derniers vendredis parce que ça me permettait de me retrouver dans un groupe où je me sentais écoutée, comprise et soutenue. Et ça, c'est très important quand tu arrives, tu ne connais pas les gens. Et aussi de découverte, parce que moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest et de voir que les pratiques des MGF que nous faisons chez nous ne sont pas les mêmes pratiques en Afrique de l'Est. Mais en même temps, on trouve que peu importe d'où on vient, on a les mêmes souffrances. Peut-être que c'est les mots qu'on met sur ces souffrances-là qui peuvent différer, mais on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes et qu'ensemble, on se donne la main pour partir des expériences des autres pour se fortifier, se renforcer et
lutter ensemble pour l'abolition des mutilations, mais aussi vraiment se donner de la force pour avancer aussi dans ce nouveau monde, dans ce nouveau pays et se dire, OK, j'arrive à avoir des amis, j'arrive à avoir un endroit où je pourrais vraiment me sentir à l'aise, où je peux déposer sans se préoccuper. Si je vais sortir ici, je vais entendre ce que je dis dehors. Donc, c'est vraiment dans le respect, dans l'écoute, sans jugement. Et ça, c'est important. Parce que là, on est là pour se compléter, on est là pour s'entraider, on est là pour se soutenir et avancer. Merci Mariama. Je voulais juste rebondir justement par rapport à ce que tu disais quand tu as dit tu arrivais en quelle année, voilà, comme ça on essaie un petit peu de voir. Alors moi, je suis arrivée en 2017. Oui. Et donc 10 mars 2017, donc fin du mois de mars, moi j'étais au premier atelier. Oui. Quelque chose qui m'a fort marqué parce que, comme je l'ai dit, je me sentais isolée. Et même si les 2 premières semaines, Fabienne n'arrêtait pas de m'appeler chaque jour pour voir comment j'allais. Donc, tu vois, cette approche, parce que pour moi, en fait, le suivi a commencé avant que je n'arrive ici, tu vois. Même quand j'étais en Guinée, grâce à cette approche communautaire, Fabienne m'a mis en contact avec la psy qui était assez ma vie à l'époque. Elle a quitté maintenant, elle s'appelait Sophie ou Sophia, quelque chose comme ça. Mariama, je ne te coupe pas, hein, pour rappel, C'est ma vie, c'est le centre d'aide voilà, aux victimes voilà, de mutilations sexuelles féminines au CHU Saint-Pierre. Donc, quand j'arrive ici, j'ai senti vraiment être tout le temps accompagnée grâce à cette approche communautaire et c'est ce que nous continuons ici. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur d'avoir rejoint cette équipe parce que ça a été un rêve pour moi de travailler au GAMS et ça s'est réalisé. Je suis aujourd'hui très contente parce que le fait que j'ai fait tout ce parcours me permet aujourd'hui dans mon travail d'être beaucoup plus attentive aux besoins des personnes que j'accompagne, donc les relais communautaires, parce que je comprends tout le processus que nous avons fait ensemble ou qu'ils sont en train de faire. Parce que j'ai fait tout ce parcours, ça me permet de faciliter mon travail, de mieux comprendre les besoins de ces femmes et de ces hommes, et aussi de comprendre leur engagement et ensemble, nous irons plus fort et plus facilement dans la lutte des MGF. Je te remercie, Mariama. J'ai tout de suite envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, et je laisse la parole à Charlotte. Charlotte, quel est ton regard par rapport voilà, au regard, je veux encore dire ça, de Mariama, notamment à travers l'accompagnement dont elle a, voilà, qu'elle a suivi au GAMS. Quel regard tu fais de son appréciation aujourd'hui? Ben, merci Mariama de nous partager un petit bout de ton histoire. Mariama parle avec bien plus de justesse de sa réalité que moi, je ne pourrais le faire. Donc Mariama, elle a pu bénéficier d'un soutien collectif et individuel qui lui ont probablement amené beaucoup de choses sur son parcours. Et on peut même considérer que le GAMS est toujours aujourd'hui une pièce importante du puzzle. Et je me dis que si Mariama elle le dira mieux que moi, mais peut-être que si elle peut nommer tout ça aujourd'hui pour faire lien avec l'évaluation, hein, c'est avec le recul, c'est avec l'intégration de toute une série de facettes de sa vie, en pouvant prendre la parole aujourd'hui aussi avec nous. Voilà, c'est aussi une question que je relance à Mariama, c'est est-ce que c'est voilà, des choses... voilà, ça rejoint le fait qu'on n'est personne pour évaluer l'impact d'un soutien, qu'il soit collectif ou individuel. Et je trouve que voilà, c'est Mariama qui peut en parler mieux que nous. Je te remercie, Charlotte. Et donc, ça impliquerait alors que cette évaluation pourrait se faire par les femmes elles-mêmes, alors? Ou, qu'est-ce que... Tu me parles à moi? Oui, oui. Ce serait l'idéal. Oui. Après, ça impliquerait un tas de choses techniques. Mais je pense qu'en effet, ce serait la façon la plus respectueuse et la plus écologique.
Ouais, je te remercie. Et donc, justement, voilà, ça reste toujours un grand enjeu, hein, comme tu dis. Et donc, il faut voir la meilleure manière de le faire ou voir si tout simplement, est-ce que c'est aussi important de le faire? Est-ce que, voilà, est-ce que finalement, cette évaluation-là, elle est centrale ou elle est cruciale? Donc, voilà, c'est aussi une question qu'on dépose ici, hein, et qui pourrait être abordée, voilà, au sein de vos institutions. C'est vraiment une préoccupation qui pourrait être déposée sur cette question de l'évaluation et de voir voilà, si c'est voilà, quelque chose qui revient de plus en plus, de savoir voilà, le pourquoi et les conditions, les critères et voilà, les personnes qui seraient à même de faire cette évaluation-là. Je te remercie, Mariama. Merci voilà, d'avoir partagé voilà, cette partie de ta vie, de ton histoire. Et voilà, voilà, on se sent très privilégié quand tu écoutes. Voilà, on arrive tout doucement, je dirais, au terme de cet atelier avant de donner la parole aux participants et participantes ici. Voilà, moi, ma dernière question, ce serait de dire, au vu de ce dont on a parlé, aussi bien Charlotte que Fausse, pour vous, quelles seraient les bonnes pratiques que vous pourriez partager ici avec, voilà, entre collègues, voilà, quelles seraient selon vous les bonnes pratiques que vous avez identifiées et que vous souhaitez partager ici avec, les participants et participantes. Voilà, je vous laisse la parole, hein. Charlotte, je vais commencer par toi. Voilà, on va laisser. Ok. Alors, j'ai pas de conseil tout fait qu'on pourrait appliquer comme une grille ou comme une liste de choses. Mais je dirais peut-être quelques points d'attention avec notre public, de redoubler de temps, de redoubler de patience pour expliquer notre cadre, les possibilités et nos impossibilités en tant qu'intervenants, indépendamment de notre fonction. Aussi être prudente, être attentive dans la façon dont on va formuler les choses, mais tout en nommant, en parlant des vraies choses, en utilisant les vrais mots. Et alors, je dirais également de s'écouter, même si c'est un bien grand mot, de pouvoir être attentive à la façon dont on reçoit l'info, la façon dont on reçoit le vécu, et donc de s'entourer autour de l'accompagnement de nos bénéficiaires, et donc en ne restant pas seul, en éventuellement s'informer, en se formant, en faisant appel au réseau autour de Madame, à d'autres professionnels. Et alors finalement, je dirais le point le plus important, qui serait de partir du principe et du constat que Madame a toutes les ressources en elle. C'est donc d'abord à elle qu'il faut s'adresser. C'est Madame qui sait, afin d'éviter dans la victimisation, mais j'ai envie de dire que c'est indépendamment du public qu'on accompagne, c'est ce qui doit nous animer. Mais voilà, je dirais que c'est la chose la plus importante, c'est de s'appuyer et de faire émerger les ressources chez Madame. Je te remercie, Charlotte. Voilà pour ce que tu viens de dire par rapport aux bonnes pratiques voilà, que tu pourrais conseiller. Fausse, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais rajouter Oui, hein, je pense que ma collègue Charlotte a tout dit, mais je voulais juste ajouter quelque chose qui est, voilà, s'il y a moyen si vous pouvez organiser certains moments, si vous travaillez dans un centre, dans un collectif, je sais pas, ou dans une maison sociale, je sais pas, voilà, ça dépend parce que où elles sont les personnes, de créer des moments de partage, de créer des moments autour de table, un petit goûter ou un petit thé pour pouvoir vraiment créer des petits groupes de parole. Parce que être seul dans sa chambre, c'est un peu dur, c'est difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est des bénéficiaires qui viennent de loin, très, très loin, qui arrivent dans un pays qu'elles connaissent rien du tout, nouvel règlement, nouvelles personnes et des problèmes qu'elles ont quittés, de vraiment créer de moments de partage, de vraiment de leur donner le moment d'écoute. Même des fois, on n'a pas besoin qu'elles parlent, qu'elles partagent des moments avec vous. C'est un moyen de le faire.
Merci beaucoup, Fausse. On va terminer sur ça, des moments de partage, créer des espaces de partage, des moments, ou alors des moments aussi où on ne partage rien, où on est juste ensemble, en fait, finalement. Ça évoque ce que tu disais, Charlotte, la sororité, le fait d'être en groupe, voilà, c'est déjà, selon toi, voilà, un des éléments de thérapie voilà, pour ces femmes-là. Fausse, je voulais rebondir avec toi là-dessus. Est-ce que, voilà, la question que je voulais te poser aussi, voilà, on est en train de clôturer, hein, là on était sur les bonnes pratiques, mais il y a quelque chose qui revient et que je voudrais également te demander, c'est de savoir, est-ce que c'est les ateliers communautaires, est-ce que quand vous les avez pensés, est-ce que c'était dans quel but en fait? Est-ce que c'était dans un but thérapeutique? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je m'interrogeais un peu par rapport à ça. C'était quoi le but des ateliers communautaires? Est-ce que le but c'était à but thérapeutique? Ouais, normalement, c'est plus voilà, thérapeutique. Ça peut aussi, parce que moi, que j'ai fait le parcours, de la même parcours que ces dames-là, de faire des ateliers communautaires, pour moi, ça m'a beaucoup aidé aussi au passé, parce que c'est ce moment-là qu'on arrive à se soulager, à partager vraiment de beaucoup de stress qu'on a déjà quand on arrive et voir d'autres personnes qui ont le même parcours, qui ont le même problème. Mais vraiment, moi, ça m'a plus aidé et je pense aussi chez certaines femmes que j'ai vues, ça a beaucoup été, c'était un soulagement de partage en fait. Ça aide à avancer dans le parcours et donner plus de courage, dire oui, ça m'a quand même servi quelque chose, cette groupe de parole. Ouais, Donc, c'est thérapeutique, on va dire ça. Moi, je ouais, le dirais ça. oui. Tout à fait. Je te remercie Fausse, voilà, pour cette intervention. Alors, là, maintenant, je propose de revenir, de sortir voilà, de notre entre-soi et maintenant de se confronter aux participants et participantes ici présents. On a des questions. On va passer voilà, au moment des échanges, hein, avec les participants et participantes. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. OK. Tac. Je vais ouvrir. Tac, tac. Alors, on a la première question. On a une question de Marois. Merci beaucoup pour ces infos. J'ai une question. Une fois que ces dames quittent les centres, commencent à s'installer et s'intégrer dans la nouvelle communauté, est-ce qu'elles continuent ce suivi psychosocial très riche chez vous ou sont souvent perdues de l'œil? Ça, c'est une première question. Donc, je propose qu'on y réponde déjà. Donc, Charlotte, Foss, voilà, la parole est à Charlotte, hein, d'abord. Ok, bah, je peux commencer, mais je donnerai la parole après par rapport à l'ONE et tout ça. Je pense que tu as peut-être des chouettes infos à donner. Ce qui est certain, c'est que indépendamment de son statut de séjour, madame, elle est la bienvenue chez nous. Donc, c'est-à-dire que madame qui s'est installée, qui a les papiers, si je suis les termes de la question, peut tout à fait bénéficier d'un suivi social, psychologique chez nous, participer également aux activités communautaires. Donc, voilà, elles sont tout à fait les bienvenues. Et ça fait partie également de nos missions. Après, dans les faits, on a très peu de dames pour ce genre de suivi. Je pense que les dames qui sont installées ici en Belgique vont être en contact avec le GAMS d'une autre façon, peut-être. Dites-moi, Foss, dis-moi Oui, si tout à je me fait, tout à trompe. fait. Je pense Oui, que ça va être à des moments différents que pendant les suivis à l'intérieur du GAMS. Alors, les femmes qui s'installent en Belgique, bah, qui ont leur papier, des fois elles déménagent, hein, donc elles vont pas rester toujours à Liège ou environ. Elle va peut-être aller chez les Flandres, mais c'est celles qui restent à Liège, elles sont obligées d'aller à l'école. Elles ne peuvent pas suivre toujours les ateliers communautaires ou de suivi et psychologie. Ça dépend aussi, voilà, la situation de la personne. Mais c'est qu'on voit les femmes, une fois par année, quand même, elles repassent chez nous parce que les femmes qui ont eu les statuts réfugiés
par eux, pour les filles, surtout celles qui ont des filles, elles passent encore au GAMS pour renouveler les certificats médicaux et l'engagement sur l'honneur. Une fois quand on a des grands événements de GAMS Belgique, elles sont là. Quand on a besoin de traduction, elles sont là. Donc, quand on a besoin, nous, elles sont là. Donc, on ne la perd pas de vue. Donc, elle reste quand même connectée avec nous. Des fois, on va l'aider, c'est par regroupement familial. Donc, elle va quand même faire la demande d'amener ses enfants ici en Belgique. Donc, si on peut l'aider, on est toujours connecté avec elle. Aussi, il y a aussi suivi ONE. Donc, j'ai le projet ONE que j'ai fait la permanence ici à Liège, aussi à Verviers. Et à travers l'ONE, elles sont là. Donc, elles viennent vers moi, elles me disent, oui, Fausse, j'ai une fille, qu'est-ce que je dois faire? Je vais leur expliquer, c'est le même parcours qu'on a fait. Donc, on fixe des rendez-vous. Elles sont là. Donc, celles qui restent à Liège, au niveau de Wallonie, à Liège surtout, elles sont connectées avec nous, on le voit. Elles ne sont pas perdues. Donc, si je vous entends, on ne les perd pas de vue, en fait. Vous ne les perdez pas de vue. Il y a toujours un lien de connexion qui se fait aussi bien à travers les enfants, les activités, ou alors à travers voilà, différentes demandes qui vous sont adressées. Oui. Mais si je peux ajouter, il y a quand même toute une partie des femmes avec lesquelles on n'est plus en contact. Je pense aussi par rapport à la temporalité qui est pendant la demande d'asile, j'ai vraiment besoin d'aide à certains niveaux et je vais être soutenue par tout un tas de services. Peut-être que parfois aussi il y a la compréhension de est-ce que je peux retourner au GAMS alors que j'ai les papiers, alors que c'était une association qui m'a aidée à avoir mes papiers peut-être. Donc voilà, il y a en effet des dames avec lesquelles on reste en contact, mais il y a aussi toute une partie des dames avec qui on n'a plus de contact. Et donc, quand le contact, voilà, Charlotte, je reviens justement avec ce que tu disais, Fausse, avec une partie des femmes avec lesquelles vous n'avez plus de contact parce que, voilà, noyées dans ce pragmatisme de la vie, voilà, je recherche un logement, aller se former, tout simplement aller travailler. Donc, du coup, le temps qui était consacré pour suivre régulièrement les activités du GAMS commence tout doucement à se rétrécir et voilà, parfois, il n'y a plus tout simplement ce temps-là, c'est ça? Oui. Très bien. Je vois qu'il y a Mariama, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est une question? Je vois que tu as la main levée. Oui, je voulais juste dire que ce qui peut expliquer aussi qu'on perd de vue ces femmes, c'est pas par manque d'engagement, mais aussi au moment où tu as tes papiers, il y a tellement de choses à faire, tu dois passer à l'actrice, tu dois te former. Des fois aussi, c'est vraiment dans le continuum des trucs administratifs à faire, donc, et les enfants, tu n'as plus le temps de venir au GAMS, mais ce n'est pas parce que les femmes là oublient le GAMS, ils n'oublient pas le GAMS, ils auraient voulu garder contact, mais voilà, les aléas de la vie font qu'elles vont se raréfier au niveau du GAMS. Je te remercie, Mariama. S'il n'y a plus rien à rajouter par rapport à cette première question, je vous propose de passer à la seconde. Alors, la seconde, c'est de Jeff qui demande qu'est-ce qui serait à dire par rapport au rôle des hommes possible dans ce travail. Donc, je vous adresse la question à toutes les trois. Je pense que Mariama. Pourquoi moi? Ah oui. Ben, Tu formes le relais communautaire, hein, donc voilà, c'est tout. Bon, comme nous, on sait qu'ici, l'excision ou les mutilations génitales féminines sont une question qui dépasse les femmes. Hein. Tout le monde est concerné, que ce soit homme ou femme. Et parce que quand je prends le cas des relais, ce sont des hommes qui sont soit pères de filles à risque d'excision qui sont déjà excisées. Ce sont des maris de femmes excisées. Ce sont des frères, des cousins de femmes et de filles excisées. Et souvent, nous avons parmi les relais, par exemple, qui ont des traumatismes aussi par rapport à l'excision, parce qu'il y a certains qui vont perdre leur femme parce qu'à l'accouchement, vu des complications liées à l'excision, la femme meurt. Nous avons aussi des hommes qui ont ce trauma, qui peuvent pas s'approcher de leur femme dans un contexte de vie conjugale, donc qui sont aussi traumatisés parce que des fois, ils sont obligés de vouloir avoir un rapport sexuel avec sa femme ou ne pas pouvoir avoir parce que madame ne peut pas.
Donc, ça devient aussi un traumatisme pour eux. Donc, ils sont autant touchés, pas au même niveau, hein, pas au même niveau de traumatisme, mais eux aussi sont aussi concernés et ils peuvent vraiment aussi avoir des problèmes psychologiques. Et donc, des fois, il y a des suivis de certains hommes qui viennent nous voir par rapport à la question. Et ils sont là, ils sont conscients aussi donc de cette utilité, pas tous, hein, mais beaucoup d'entre eux sont conscients qu'il faut s'investir pour que ça puisse, que la lutte puisse vraiment s'agrandir afin qu'on abolit au plus vite les mutilations génitales féminines. Parce que vraiment, s'ils ne s'impliquent pas, ça ne va pas vraiment être facile. Je donne un exemple parce que si on excuse parce qu'on dit c'est pour que la fille trouve un mari, si les maris disent moi je ne veux pas une femme excisée par exemple, ça peut aider à dire ok bon j'arrête. Si un homme dit moi je ne veux pas d'une femme infibulée, ça peut empêcher, ça peut vraiment titiller les moments pour dire ok si les hommes eux-mêmes disent qu'ils ne veulent plus des femmes excisées ou mutilées, ben finalement on pourrait aller plus vite dans la lutte contre les mutilations. On y travaille. Charlotte, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ce que Mariama a dit? Non, merci beaucoup, Mariama. Et donc, pardon. oui, non, vas-y. Je voulais relayer à Fos qui a dernièrement fait Ah ouais, un atelier avec des hommes. Avec des hommes. Et c'était la première fois après des années au GAMS parce que c'est rare de toucher les hommes Afrique de l'Est. Donc, moi, je viens de la Somalie. Donc, avec ma collègue Feven, donc on a organisé 2 ateliers. Moi avec des hommes somaliens et elle avec des hommes érythréens, qui a été bien. Donc, c'était dans un centre de Manderfield qu'on avait fait. Et on avait parlé autour de la virginité. C'était quoi la virginité pour elle? Est-ce que c'était une femme infibulée ou une femme intacte? Donc, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Mais c'est vraiment dur à toucher un corps pour Afrique de l'Est. C'est un peu dur. On va dire ça, mais on y travaille. Donc, on va encore programmer d'autres ateliers hommes Afrique de l'Est. Je te remercie, Fos. Je voulais juste faire le lien avec ce que tu viens de dire et ce que Mariama a dit. Donc, Mariama, justement, qui est responsable des relais communautaires. En fait, les relais communautaires, justement, ce sont des personnes qui sont issues des communautés concernées, aussi bien des hommes que des femmes qui sont formés autour de la question des mutilations sexuelles féminines, mais au-delà, sur la question de genre, des violences de genre, et qui, à leur tour, jouent ce rôle de relais dans les communautés. Et donc, justement, par rapport à ta question, Jeff, tout à fait, les hommes ont leur rôle à jouer dans la lutte, comme tu disais, Mariama, mais aussi ont des responsabilités par rapport à la pratique, vu qu'elles s'inscrivent vraiment dans ce modèle de société, dans notre société. Et donc, c'est aussi important de mettre le point dessus, de montrer la responsabilité des hommes face à la pratique, mais aussi de montrer qu'ils ont une capacité d'agir aussi pour mettre fin à la pratique. Donc, j'espère que nous avons répondu à votre question. Alors, je propose, s'il n'y a plus d'autres choses à rajouter, de passer à la 3e question. Alors, la 3e question, c'est de BRZ. Excuse-moi, mais voilà, c'est comme ça que ça s'affiche sur mon écran. Bonjour. Concernant le suivi psychologique au GAMS Namur, qu'en est-il des délais pour un suivi psychologique? Lors de l'année écoulée, il a été très difficile et même impossible d'avoir un suivi psy pour une résidente, MGF. Je laisse la parole à Charlotte. Donc, en effet, on a toujours beaucoup de demandes psy, de prise en charge psy au GAMS. Je pense un petit peu comme malheureusement de nombreuses associations depuis quelques années. Et la psychologue travaille à mi-temps, la psychologue au GAMS Namur. Donc, je ne vais pas vous donner de réponse comme ça aujourd'hui, mais on ne manquera pas de revenir vers l'équipe de Namur. Et peut-être, vous savez juste me dire de quel centre vous venez, comme ça, si on peut permettre le dialogue entre votre centre et le GAMS Namur. Je pense que c'est Ivoire. On va attendre que madame puisse l'écrire. Ah oui, qu'il puisse l'écrire. Oui. Monsieur ou madame, je ne sais pas, au nom, je ne peux pas identifier.
ou alors si vous souhaitez prendre la parole, comme ça c'est plus facile. Donc, moi, je suis du centre de fait d'asile à Jubert. Et donc, on a été confronté à des gros problèmes de disponibilité, en fait, parce que donc, on suit les femmes, mais donc, ce sont des femmes qui, en général, elles attendent. Mais après, ça peut prendre des proportions où ça dure des mois et il n'y a rien qui vient. On dit, ouais, c'est sur une liste d'attente. Et ici, dans ce cas-ci, moi, j'avais une dame somalienne qui a attendu. Et donc, pour elle, on m'a dit que ce n'était pas possible parce que j'ai téléphoné à Maud et puis j'ai téléphoné aussi au GAMS Namur. Et après, au GAMS Namur, il y a M. Rolando qui d'habitude me disait toujours oui et qui là m'a dit mais moi je ne prendrai plus que les gens qui sont hispanophones et ce n'est pas vraiment les hispanophones qu'on a dans nos centres. Oui. Et donc on a été confrontés au fait qu'on a dû les mettre sur d'autres listes avec des traductions et c'était vraiment... Disons qu'il y a une spécificité quand même au GAMS, et donc si on les met ailleurs, c'est encore toute autre chose. Et je veux dire, la résidente à laquelle je pense s'est vraiment sentie abandonnée, et même elle a pensé, vraiment, elle a pensé aussi bien, elle l'a dit chez moi, et elle l'a dit au service social, elle a dit, mais vous ne prenez pas mon problème en considération, donc pourquoi moi j'attends et pourquoi je vous fais confiance. Donc il y a eu un vrai problème. Donc je parle de l'année ici qui vient de s'écouler, mais vraiment j'ai pris mes renseignements auprès des personnes concernées, aux GAMS ou aux alternatives du GAMS à Namur. Et il n'y avait pas moyen, quoi. Il n'y avait pas du tout moyen. Donc, je me dis, est-ce que je dois les adresser à Liège? C'est vachement loin quand c'est Charleroi, parce que moi, je suis émerveillée de comment vous dites que vous offrez le soutien. Mais c'est vraiment très, très loin si jamais il fallait y aller en transport en commun. Ou est-ce que je dois me tourner vers Bruxelles? Donc, la question est posée, quoi. Alors, alors, j'allais dire malheureusement, c'est un peu le même constat à Liège et à Bruxelles depuis plusieurs mois, c'est de ne pas toujours avoir la possibilité de prendre des nouveaux suivis. Et donc, me concernant, ça va être l'idée de renvoyer vers des services avec lesquels on collabore, qui ont également une approche particulière, une spécificité aussi dans l'accompagnement des personnes qui sont issues des communautés qui pratiquent l'excision. Donc, voilà, alors vous me dites que vous avez déjà pris les contacts, mais je vous invite à, si vous n'avez pas eu d'autres relais, à prendre contact avec la coordinatrice de Namur pour qu'elle puisse éventuellement vous orienter vers des services avec lesquels on travaille, où il y a des psychologues qui pourraient avoir des disponibilités, mais en effet, on est face à un grand manque de disponibilité et on s'en excuse. Je voulais juste aussi rajouter, voilà, je pourrais aussi prendre votre mail, hein, et comme ça on essaiera de trouver aussi, voilà, on voit dans quelle mesure on peut aussi trouver une solution dans l'urgence aussi. Oui, bien sûr, je peux même l'écrire ici. Et donc, et c'est pareil aussi. Donc, moi, j'ai une autre question concernant les ateliers communautaires. Donc, en fait, on peut quasi considérer que tout a été stoppé ici pendant la période Covid. Et donc, je voulais savoir si on peut compter de renvoyer les résidentes, parce que oui, j'ai eu l'impression que le GAM s'était endormi ou absent. Pour les ateliers communautaires à Namur, hein, normalement, c'est bientôt. Hein. Je ne sais pas si c'est chaque vendredi de mois. Donc, ça va reprendre les vendredis. Okay. Oui, voilà. Oui, oui. Ça va, je vais redemander le programme. Alors, ça va, merci. Oui, oui. Et donc, votre question, c'était de savoir si vous pouvez envoyer les femmes suivre ces ateliers, c'est bien ça? Oui, c'est pour avoir le programme de l'année. Le programme, très bien. Sur les ateliers de naissance, mais pas spécialement sur qu'il y avait une... En tout cas, ce vendredi à atelier. Madame, justement, je vois qu'il y a Maud, justement, que vous avez essayé de contacter, qui est justement présente et qui souhaiterait prendre la parole. Maud, je te laisse la parole. Maud, je te laisse la parole. Je ne sais pas si ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas.
Peut-être un souci, Maud. Maud, est-ce que tu m'entends? Là, je vois que ton micro, il est ouvert, mais on ne t'entend pas. Ok, donc Maud propose de prendre contact avec vous, Bénédicte. Donc, on note votre adresse. J'ai noté votre adresse, Bénédicte, et Maud propose de prendre contact avec vous. Donc, elle va vous écrire aux sorties de cet atelier. Alors, je renvoie la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, dans le chat, il n'y en a plus, mais je ne sais pas si quelqu'un souhaitait poser une question en live, c'est le moment. N'hésitez pas, vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Je vous remercie. Ou alors, si vous avez une question ou si vous avez quelque chose que vous souhaitez partager, ce n'est pas forcément une question. Donc, ça peut être une situation, quelque chose, une préoccupation ou alors une bonne pratique. Voilà, ça peut être tout, quoi. Bonjour, Oui, bonjour. je me présente rapidement, je suis Lorraine Faure, je suis psychologue, donc moi je viens de France, je suis sur Bordeaux dans l'association des orchidées rouges, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Moi c'était une question… Oui, on connaît très bien. Ah super. Moi c'était une question plus peut-être pour Charlotte justement, et peut-être le travail avec les interprètes. C'est la première fois, moi, que je suis confrontée dans ma pratique à avoir besoin d'interprètes par moment. Et j'ai encore un peu de mal à, comment dire, à savoir comment chacun prend sa place, etc. Donc, je voulais voir comment, si vous aviez un petit peu des astuces à me conseiller ou peut-être vous, comment vous faites. Ok, merci. Alors, je ne pense pas que j'ai une façon de faire qui va se répéter par rapport à la façon de travailler avec les interprètes. Je réfléchis à ce que j'essaie de mettre en place pour que ça se passe au mieux. J'essaie toujours de rencontrer les interprètes avant d'entamer un travail ensemble. Donc, on va toujours se bloquer une demi-heure à 1 heure. Pas forcément avant le début de l'entretien, mais ça peut être en dehors, mais vraiment un temps pour se rencontrer, pour comprendre les motivations de madame ou de monsieur à être interprète. Alors, j'explique un petit peu comment je travaille et je demande aussi les attentes et les besoins de l'interprète. Et puis, ça va être un petit peu au cas par cas de comment est-ce qu'on fait quand on ne se comprend pas? Comment est-ce qu'on fait quand j'utilise un mot que tu n'as pas compris? Ou c'est-à-dire qu'on va un petit peu imaginer les cas de figure qui peuvent se présenter. Parfois, il y a des interprètes qui me disent « moi, j'aime bien parler en je ». Il y en a qui me disent « moi, j'aime bien parler en il » ou « elle a dit ». Je pense que je vais surtout essayer de trouver des ponts entre la façon dont on travaille. Maintenant, il arrive qu'il y ait des interprètes avec qui c'est vraiment fluide, c'est vraiment facile, et d'autres avec lesquels c'est plus compliqué. Je vais essayer de prendre le temps de débriefer après. On n'a pas toujours le temps, parce qu'on a parfois des interprètes qui ont 1 heure à consacrer, et donc c'est pas toujours hyper évident d'en parler. Et l'idée, c'est que je me rends compte que le travail avec interprète et sans interprète n'est pas du tout le même. Donc au début, je me disais, je vais pouvoir faire ça va être la même chose avec un truc en plus, mais en fait, c'est vraiment différent. Il arrive que, et ça, je trouve ça vraiment génial, c'est de pouvoir recadrer. C'est l'interprète qui va
me demander pour prendre la parole, pour recadrer avec des apports culturels, m'expliquer quelle traduction peut-être me donner, d'autres mots que madame a donné. Alors, ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est, si on ne se comprend pas, c'est les images, c'est les exemples vécus. Il m'arrive aussi, moi, d'en donner pour expliquer comment j'ai compris les choses avec ma culture à moi. Et je me dis, Foss, tu peux peut-être compléter, vu que Foss, elle est aussi traductrice en langue somali. J'ai beaucoup travaillé avec Charlotte et c'était la première fois qu'elle travaille avec les interprètes, donc elle a commencé avec moi. Moi, je dirais il faut se faire confiance. La confiance est vraiment importante entre l'interprète et le professionnel qu'on a en face. Il faut aussi savoir que chaque langue est différente. Quand on a une phrase en français, on a 5 phrases en somali, en arabe, en anglais. En anglais, on va dire ça. Mais vraiment, c'est et aussi utiliser les mots plus faciles pour l'interprète pour qu'il arrive à bien expliquer à la bénéficiaire. Des fois, il y a des mots qui ça n'existe même pas à sa langue. Qu'en français, ça existe, que dans ma langue, il n'y a pas. Donc, ce que je vais faire, je vais plus parler, je vais plus chercher les mots qui correspondent ou qui est similaire les mots que le psychologue m'a posé comme question. Et après, arriver avec d'autres. En fait, c'est de manière qu'on traduit qui aussi facilite les choses. Les mots, ça peut être un mot en français, mais ça peut changer. Et donc, vraiment, c'est pas la même. On peut pas avoir comment on le veut. Voilà, comme vous, les psychologues, c'est un mot en français et c'est ce mot-là qui vient vers vous. Non, c'est un autre mot qui va venir qui est similaire le vôtre. Et là, il faudra l'accepter parce que des fois, dans ma langue maternelle, ça n'existe pas. Des fois, ça m'arrive que quand je traduis, même j'ai traduit par écrit, qu'il y a certains mots que je ne comprends pas, que j'appelle les personnes, les personnes qui parlent mieux le somalien que moi, pour mieux comprendre et mieux chercher le mot qui correspond. Mais vraiment, c'est le plus la confiance qui doit aussi être le central de cet entretien des psy aussi. Merci Foss. Charlotte, je vois que Mariama, tu avais levé la main et Charlotte, je ne sais pas dans quel ordre, mais voilà. Mariama, c'est ça. Mariama, je te donne la parole. Merci Charlotte. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, nous, au GAMS, comme je l'ai dit, moi, je suis la responsable des relais communautaires. Et dans la formation des relais communautaires, on leur forme aussi à être des médiateurs et des médiatrices interculturelles. C'est un peu différent des interprètes classiques ou assermentés, parce que là, justement, comme vient de dire Foss, nous, on va aller beaucoup plus dans la contextualisation, ramener des codes culturels, et donc beaucoup plus faciliter la communication entre le professionnel et la bénéficiaire, parce que ça aussi c'est important. Quand l'interprète n'a pas la formation sur les questions des MGF et comment les aborder, des fois ça peut aussi être un frein dans la communication, parce que c'est important que la femme accompagnée se sente à l'aise, mais aussi que le professionnel puisse se sentir aussi à l'aise dans les trois, parce que c'est un triangle. Hein. Et du coup, c'est aussi faire attention à ça. C'est pour ça que nous, on forme ici les femmes qui ont déjà fait tout ce parcours, qui ont plus facile à apporter ce soutien à la bénéficiaire. Et aussi, que ce soit les hommes ou les femmes, vraiment, on essaie de les former à ça, d'avoir cette capacité, cette casquette de médiateur interculturel, donc savoir contextualiser et pour la femme accompagnée et pour la professionnelle, pour mieux comprendre les codes culturels aussi. Parce que des fois, quand une femme parle de violence, il y a certaines choses qu'elle va dire qui peuvent être liées à la tradition qu'on ne considère pas forcément comme violence chez nous. Quand on parle, par exemple, de mariage forcé, quand on parle de violence conjugale, des fois, on ne le comprend pas. Mais que cette interprète puisse expliquer un peu le contexte social et culturel pour que le professionnel ou la professionnelle aussi comprenne un peu plus le contexte de la femme pour mieux l'accompagner. Voilà. Merci Mariama. Charlotte, je vois que tu as levé la main. Oui, je voulais juste rebondir sur la confiance que Foss a amenée. Et en fait, c'est vrai, c'est vraiment un élément central. Et je trouve qu'en tant que thérapeute, c'est vraiment
de lâcher une partie de contrôle qui n'est pas facile au début, mais après, je trouve qu'il se transforme en quelque chose de très chouette. Et voilà, c'est parfois d'observer les échanges qu'il y a entre la bénéficiaire et la traductrice qui permettent alors moi d'observer d'autres choses, d'observer le comportement de madame, d'observer sa posture. Mais voilà, oui, c'est vraiment un lâcher-prise total. Merci Charlotte. Je vois qu'il y avait Thérèse aussi qui avait levé la main. Thérèse, je te laisse la parole. Thérèse, je sais pas Voilà. Oui, voilà, je te laisse la parole. Je vous laisse la parole, pardon. Je suis nulle en nouvelles technologies, excusez-moi. Et bon après-midi, bonjour. Merci. Je travaille en centre PMS comme infirmière. Et j'aurais voulu savoir quel peut être notre rôle dans la sensibilisation de cette problématique, puisque je travaille dans l'enseignement secondaire et j'ai une petite école d'infirmières aussi. Qu'est-ce que je peux amener comme contribution dans cette lutte et dans la prévention, s'il peut y en avoir, quoi. Voilà. Merci Thérèse, tout à fait, certainement. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenantes, mais avant, Lorraine, pour apporter de l'eau au moulin des intervenantes, on a une collègue, Annalisa, qui a partagé 2 outils dans la chatbox. Et c'est justement un des outils que vous retrouvez sur le site des stratégies concertées. Donc, je rappelle pour ceux et celles qui sont ici présentes, faites un tour sur ce site. Il y a une Outitech avec une pléthore d'outils pour les professionnels. Donc, Lorraine, dans le chat, tu as 2 outils voilà, qui ont aidé l'une des psychologues, notamment à penser à la traduction. Alors, je rebondis sur la question de... Je t'en prie, je vous en prie, pardon. Je rebondis sur la question de Thérèse. Alors, Charlotte, Foss, Mariama, comment est-ce que les autres professionnels, notamment Thérèse en tant qu'infirmière, mais aussi voilà, dans les écoles, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la lutte, à la prévention, notamment à travers la prévention, la sensibilisation? Moi, je dirais la première des choses, c'est vraiment se former au mieux sur la question et de comment aborder le sujet, parce qu'en tant qu'infirmière, c'est vrai qu'on fait partie des personnes qui sont en première ligne pour pouvoir alerter. Et si je viens vous travaillez dans un PMS, donc vous pouvez aussi être comme référent à MGF. Nous, on forme des fois des professionnels et c'est peut-être de voir, je pense que sur notre site, il y a, des fois, on est en train aussi de réfléchir à ça, de faire une proposition de formation où les gens vont s'inscrire pour pouvoir vraiment avoir les outils qu'il faut pour en parler, parce que aussi il faut s'outiller, parce que c'est un sujet sensible, on ne peut pas l'aborder comme on le veut, il faut avoir les outils nécessaires. Donc moi je pense qu'il faut chercher à avoir ces outils-là pour vous faciliter l'envie et la volonté de pouvoir sensibiliser, d'informer et sensibiliser. Et aussi, il y a l'école secondaire aussi, elle vient de dire. Faire des ateliers ou faire en sensibilisation à l'école, venir une après-midi pour 2 heures, expliquer le travail de GAMS qu'on fait, sans pointer le doigt à personne. Et comme ça, et aussi pour je vais dire, le secondaire, ils vont avoir 16, 17, 18 ans, un truc comme ça, je vais dire à un moment donné, mais vraiment les sensibiliser pour pouvoir aider aussi les autres. On n'est pas obligé d'avoir des personnes concernées par l'excision dans les classes. On peut avoir les élèves belges ou non belges, de vraiment les sensibiliser pour pouvoir aider le prochain. Oui, c'est informé, oui. Tout à fait. Oui, oui. C'est justement aborder la thématique, s'outiller, fait appel à aux professionnels. Donc, n'hésitez pas. Le GAMS organise justement des sensibilisations dans des classes. Et donc, c'est un sujet généralement qui est abordé justement lors d'ateliers. Et ça permet justement de sensibiliser, comme tu disais, Foss, pas forcément les personnes concernées parce que violence de genre. Et donc, en tant que violence de genre, voilà, on sensibilise autour voilà, de cette question-là.
Alors, Lorraine, Merci beaucoup. je vous en prie, Thérèse. Lorraine, je vois également que dans le chat, Marois a noté justement un des éléments qu'elle met en évidence dans sa pratique. Elle a dit, étant interprète professionnelle plus infirmière au sein de l'hôpital de la Citadelle, je prends 5 à 10 minutes avant l'entretien pour parler avec le patient ou le bénéficiaire des soins, justement pour faciliter l'installation de la confiance dont parlait Fossé Charlotte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Je vois donc qu'il y a un calme. Alors, je vous propose... Merci, je t'en prie, Lorraine. Voilà, je vous propose de prendre un petit moment. Voilà, je sais que voilà, on est à 1 minute de la fin de notre atelier. Donc, vous avez un petit lien dans le chat. C'est juste pour évaluer cet atelier. C'est important pour nous d'avoir votre retour et de cerner un petit peu aussi vos besoins, mais aussi voilà, vos besoins et à l'avenir, justement, de pouvoir proposer quelque chose qui se rapproche plus voilà, de vos besoins. Et avant de clôturer aussi cet atelier, il y avait un point information. Donc, tout doucement, on est en train d'arriver à la fin de la série Psy, d'ateliers en ligne consacrés à la série Psy autour des mutilations sexuelles féminines. Le dernier atelier, donc l'atelier numéro 5, aura lieu le 6 décembre. Et donc, ce sera l'occasion d'aborder la question des rapports psy, des enjeux, mais aussi des balises et des bonnes pratiques. Voilà, donc ce sera un webinaire, voilà, j'ai envie de dire multidisciplinaire. Et donc, ce sera aussi l'occasion pour les psys, les juristes, les avocats, d'échanger ensemble sur base notamment de cas pratiques, de mettre en évidence aussi les bonnes pratiques et des balises autour de la rédaction de ce rapport psy, voilà, et des enjeux qui découlent, notamment la protection internationale. Et pour finir ce point d'info, n'hésitez pas, voilà, si vous n'êtes pas encore, si votre structure n'est pas encore membre des stratégies, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez notre site internet, vous avez notre adresse mail. On est aussi présent sur les réseaux. Donc voilà. J'espère que vous aviez mon écran. Non, vous ne l'aviez pas. Donc voilà, comme je disais, on a le 6 décembre, l'atelier voilà, qui sera organisé autour des rapports psy. Donc, ce sera un webinaire multidisciplinaire, comme je disais, avec les psychologues, mais aussi avec des avocats et avocates autour de la question des rapports psy. Donc, voilà un petit peu pour le dernier atelier, pardon, de la série en ligne. Je vous prie de prendre 1 minute pour évaluer notre contenu et de noter dans vos agendas le 6 décembre de 14 à 16 heures. Et donc, on va aborder la fameuse thématique des rapports psy, mais aussi voilà, d'échanger autour des enjeux, mais aussi des balises et des bonnes pratiques qu'on pourra justement mettre en évidence. Alors, donc, je n'ai plus qu'à conclure. Je disais merci à nos intervenantes, merci à Charlotte, merci à Foss, merci à Mariama, merci à toutes les participantes, merci d'avoir pris ce temps d'échange. Et Bénédicte, on revient vers vous. Donc, Maud s'est prononcée, elle a dit qu'elle allait revenir vers vous. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le réseau des stratégies concertées. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur le site Internet. Vous avez une outil tech justement pour les professionnels avec voilà, bon nombre d'outils. Et les webinaires sont également enregistrés, sont disponibles pour revisionner. Je reviens sur la question de l'interculturalité qu'on a beaucoup abordée. Ça a fait l'objet d'un webinaire, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Internet. Je vous remercie toutes et tous et on se dit au 6 décembre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.